Nous allons parler aujourd'hui de médicaments qui peuvent soigner, ou essayer de soigner du moins, les conséquences du stress chronique, voire le stress chronique lui-même. Faire en sorte que le stress chronique n'existe plus ou soit relativement atténué. Alors nous allons parler tout à l'heure en détail des benzodiazépines. Je vous conseille, si ça vous intéresse, d'écouter également la deuxième partie de ce cours, donc après une présentation générale de quelques minutes. Je vais m'attarder sur l'effet des benzodiazépines. Donc il y a des pathologies qui sont dues et qui sont liées au stress aigu, bien entendu, mais également et surtout au stress chronique, puisqu'en général le stress aigu se termine par une résilience. Ça veut dire que la personne retrouve son état normal. Mais dans le cas d'un stress chronique, bien que la plupart du temps, si l'agent stressant n'est pas trop autoritaire, entre guillemets, enfin autoritaire, c'est pas autoritaire, mais c'est pas trop marquant, eh bien, ça veut dire que le stress chronique est capable de résilience. La résilience, c'est-à-dire le retour à l'état normal, est également possible. Mais quelquefois, c'est pas possible. L'agent stressant est trop stressant. Et dans ce cas, eh bien, le stress chronique s'installe, comme nous l'avons dit, et très bien expliqué, essayé d'expliquer en tout cas, dans d'autres cours. Donc, ces pathologies qui résultent du stress chronique peuvent être traitées par des médicaments, notamment les benzodiazépines. Alors, si on peut éviter de les prendre, je vous dis tout de suite, il vaut mieux éviter de les prendre. Mais quand il n'y a pas le choix, quand le stress est vraiment trop chronique et ne guérit pas, si vous ne guérissez pas par rapport à quelque chose qui vous poursuit, eh bien c'est mieux avec l'accord médical évidemment, c'est mieux de suivre un traitement plutôt que, disons que la balance bénéfice-risque, lorsqu'elle penche sans traitement en faveur du risque, eh bien mieux vaut essayer de trouver une solution avec des méthodes thérapeutiques. Donc cette médication va viser à essayer de rétablir le fonctionnement normal de l'organisme, notamment par exemple l'axe hypothalamo-hypophysaire, et on ajoute cortico-surrénalien également, puisque c'est au niveau de la glande cortico-surrénale qu'est sécrétée la cortisone, et c'est bien la cortisone qui est à l'origine de la pathologie. Et en théorie, on doit avoir une rétroaction négative sur l'axe hypothalamo-hypophysaire et même hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien, mais dans le cas d'un stress chronique, il n'y a pas de rétroaction négative, donc de ce fait-là, la résilience n'est pas possible. Alors, le problème de cette médication, c'est qu'il y a des effets secondaires qui sont relativement importants et nous en parlerons longuement tout à l'heure. Donc il y a différents types de molécules. Il y a une vingtaine de molécules utilisées en France, en Europe et dans le monde il y en a d'autres, mais qui ont toutes globalement la même action, parce que la molécule toutes les molécules se ressemblent, bien que les médicaments soient différents, portent des noms différents. Alors, donc on dit benzodiazépine. Donc on peut avoir des molécules souvent prescrites comme médicaments anxiolytiques. Donc on a par exemple, ces médicaments doivent leur nom à une structure chimique qui est commune. C'est le noyau benzodiazépine. Alors pour les chimistes, vous voyez ce que c'est. Si vous ne voyez pas à quoi ressemble la benzodiazépine, le noyau benzodiazépine, je vous invite à regarder sur Internet. Benzodiazépine. Alors, ce qui varie par contre entre les différents principes actifs de ces médicaments, qui sont des benzodiazépines, mais ce sont les chaînes latérales qui varient d'une benzodiazépine à l'autre. Donc ces molécules sont utilisées pour calmer l'anxiété, d'où l'effet anxiolytique. Lytique, ça veut dire la lyse de quelque chose, c'est la destruction. Donc si on dit
anxiolytique. Anxio, ça fait penser à anxiogène, anxiété. Et lytique, ça veut dire on détruit. Donc ça, on détruit l'anxiété. D'où le nom de médicament anxiolytique. Donc les benzodiazépines sont des anxiolytiques. Donc ça veut dire vont s'opposer à votre anxiété due au stress chronique. Vous pouvez avoir également, si vous êtes sujet au stress chronique, des agitations motrices exagérées et inadaptées. Donc dans ce cas-là, eh bien, ces molécules sont capables également d'avoir un effet qui va relâcher vos muscles. On dit un effet myorelaxant. Myo, ça veut dire muscle. Et relaxant, ça veut bien dire qu'on se détend. Donc ça veut dire qu'on détend les muscles. Donc ces médicaments ont un rôle à la fois anxiolytique, donc qui va lutter contre l'anxiété, et un rôle myorelaxant, donc qui va vous détendre. En fait. Alors, il y a également des effets que l'on peut appeler, on peut dire hypnotiques et amnésiants. Ça veut dire on oublie un peu les choses. Bon, hypnotique, amnésiant. Donc ça veut dire que il y a des risques, des bénéfices à prendre cette médication. Donc ça veut dire en gros que cette médication peut vous soulager, mais également provoquer des effets secondaires qui peuvent être importants. D'où le contrôle médical indispensable. Donc, l'action des benzodiazépines sur les neurones est bien connue. Donc, ces benzodiazépines, alors je vous invite à vous procurer donc des images sur Internet correspondant à des neurones cérébraux à GABA. GABA. Donc, vous allez pouvoir les repérer. Alors, sur le document qui est devant moi, ils sont en bleu et on peut les observer au microscope électronique à transmission. Je vous invite à vous procurer également l'effet des benzodiazépines sur une synapse entre un neurone à GABA et un motoneurone. Motoneurone, donc unité motrice, un neurone qui a tendance à faire en sorte qu'il y ait des potentiels d'action qui puissent exciter le muscle. Et vous verrez que les neurones à GABA, en fait, sont des neurones inhibiteurs qui empêchent justement les potentiels d'action et donc qui empêchent l'excitation des muscles. Donc procurez-vous ces différents documents qui vous rappellent la structure d'un neurone moteur qui fait une synapse avec des neurones à GABA. Alors, les benzodiazépines vont agir uniquement sur les neurones dont le médiateur est le GABA. Alors, le médiateur, c'est-à-dire le neuromédiateur. Et là, on pense à synapse. Donc, GABA, ça veut dire acide gamma-aminobutyrique. Alors, peu importe, vous dites GABA. Et les neurones à GABA sont nombreux dans le cerveau. N'oubliez pas que ce sont des neurones inhibiteurs. Ça veut dire si vous mettez une synapse, si vous mettez en synapse un neurone à GABA, donc qui produit du GABA, avec un neurone moteur, donc avec le corps cellulaire d'un neurone moteur, eh bien, ces GABA vont provoquer, en fait, vont empêcher le potentiel d'action d'arriver, de se former, de se créer, en créant ce que l'on appelle une hyperpolarisation. Alors, on a étudié dans d'autres cours donc ce que c'est qu'une hyperpolarisation, dépolarisation, potentiel d'action, etc., avec des jeux de Na+, K+, Cl-, qui entrent et qui sortent, etc., donc qui créent des potentiels de membrane de repos et qui peuvent créer un potentiel de membrane sous forme de potentiel d'action qui va se propager le long de la fibre neuronale, donc le long de l'axone en fait. Et pour aller jusqu'à l'arborisation terminale qui peut faire éventuellement une synapse avec un muscle pour faire en sorte que le muscle se contracte si par exemple de l'acétylcholine est libérée dans la synapse neuromusculaire. Donc je vous ai dit que les neurones à GABA sont nombreux dans le cerveau et ils sont aussi présents dans la moelle épinière.
Dans la moelle épinière, bon, alors ils sont impliqués dans le fonctionnement des synapses inhibitrices, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors vous pouvez vous amuser à vous procurer un dispositif expérimental approprié qui va vous permettre d'étudier l'effet des benzodiazépines sur un donc au niveau d'une synapse entre un neurone à GABA et un motoneurone dont l'axone est en contact direct, alors pas l'axone lui-même, hein, dont l'axone en fait va pouvoir véhiculer le message nerveux, donc le long de cette fibre du motoneurone, pour aller jusqu'à l'arborisation terminale et faire en sorte que ce message nerveux excitateur des fibres musculaires eh bien, soit modulé en faveur de moins de messages nerveux excitateurs. Du fait que le neurone à GABA, lui, qui est un neurone inhibiteur, en fait, eh bien, il va moduler l'effet, le message nerveux qui va faire en sorte que le muscle va moins se contracter. D'où l'effet myorelaxant. Donc si vous regardez bien, hein, si vous avez une électrode qui va pouvoir enregistrer le potentiel d'action, ou enregistrer en tout cas, pas forcément le potentiel d'action, mais ce qui va se passer en tout cas au niveau de la jonction synaptique. Donc vous avez une vésicule présynaptique, hein, vous avez un neurone, enfin, le côté présynaptique et le côté postsynaptique du côté corps cellulaire du motoneurone. Vous avez le noyau bien entendu, hein, parce que la synthèse est active également dans les neurones. Donc vous avez bien une fente synaptique et sous l'effet donc d'un message, ce neurone à GABA va libérer eh bien, son contenu pour faire en sorte qu'il y ait une fixation, donc on va en reparler après, hein, il y a une fixation sur la membrane de ce neuromédiateur qui va faire en sorte que des ions chlorures vont pouvoir mieux passer à travers des canaux protéiques qui vont permettre justement à ce CL- de passer et donc d'augmenter la polarité naturelle et de repos de ce neurone qui est négatif, enfin la polarité intracellulaire est négative par rapport à l'extracellulaire qui est, elle, positive. Donc si vous faites rentrer des ions Cl-, ça veut dire que vous augmentez la négativité de l'intérieur de la cellule et donc vous accentuez en quelque sorte l'hyperpolarisation. Vous faites une hyperpolarisation puisqu'il y a une polarisation de base. Donc vous avez si vous regardez la tension en millivolts en fonction du temps, eh bien vous avez un potentiel de repos par exemple à moins 70 millivolts. Eh bien, si vous injectez du GABA à l'aide d'une micropipette dans la fente synaptique entre le neurone à GABA et le neurone moteur, le motoneurone, eh bien vous injectez ce GABA, eh bien vous apercevez que la polarisation augmente. Donc la négativité augmente, vous avez une hyperpolarisation qui bascule de moins 70 millivolts à peu près moins 80, moins 90 millivolts, selon la quantité de GABA que vous injectez. Donc ça veut dire que vous êtes très loin du seuil nécessaire à l'obtention du potentiel d'action qui lui se situe à peu près à moins 40 millivolts. Vous voyez, entre moins 40 millivolts et moins 80, vous êtes loin de créer un potentiel d'action. Et c'est là le rôle naturel du GABA, en fait, c'est de moduler cette arrivée de potentiel d'action, cette formation de potentiel d'action en hyperpolarisant la membrane de repos. Voilà, qui n'est plus au repos, qui est hyperpolarisée. Alors on s'aperçoit que si si vous injectez du GABA, mais si vous injectez en même temps une benzodiazépine, eh bien vous vous apercevez que l'hyperpolarisation est beaucoup plus accentuée puisqu'on arrive à ce moment-là à moins 140 millivolts. Donc ça veut dire qu'une grande quantité d'ions chlorure sont rentrés, de Cl- sont rentrés, puisque le rôle des neurones à GABA, c'est de faire en sorte que le Cl- passe de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule. Bon. Donc là, vous voyez que neurones à GABA, hein, très important, ce sont des neurones inhibiteurs, du fait qu'ils ils induisent de manière naturelle une hyperpolarisation, donc grâce à ce GABA,
qui est un neurotransmetteur. Et si vous injectez en plus chez les personnes qui sont en stress chronique, vous leur donnez en fait des benzodiazépines, ça veut dire qu'elles vont de manière générale en fait diminuer leur activité de potentiel d'action, enfin, qui forment des potentiels d'action en faveur de l'hyperpolarisation, très accentuée par rapport à l'hyperpolarisation normale, et donc ça veut dire qu'on va avoir un effet myorelaxant beaucoup plus important que s'il n'y avait pas de benzodiazépine. Alors ça évidemment pour les personnes qui sont stressées de manière chronique. Donc c'est quand même relativement intéressant. Alors on peut se dire que c'est pas dangereux, hein, maintenant il y a toujours des effets secondaires. Alors l'action des benzodiazépines sur les récepteurs à GABA, on a dit que ce récepteur, enfin ce GABA en fait, ce neurotransmetteur était capable, donc, enfin son rôle, hein, c'est de faire entrer les ions chlorure à l'intérieur d'une cellule, en fait, à l'intérieur par exemple d'un corps cellulaire, neurone ou autre, pour faire en sorte que l'hyperpolarisation favorise la myorelaxation des muscles. Le récepteur au GABA, c'est une protéine. Et l'ouverture, donc c'est le récepteur au GABA, hein. Je parle, le GABA c'est un neurotransmetteur, mais le récepteur au GABA, qui se trouve dans la membrane, en fait, est une protéine canal, dont l'ouverture permet l'entrée d'ions Cl-. Donc je vous l'ai dit, hein, mais là je reprécise, et l'entrée de ces ions Cl- va être responsable de l'hyperpolarisation mise en évidence précédemment. Hein, donc je vous ai dit que sans GABA, donc avec GABA, seule l'hyperpolarisation existe et est modérée, mais si on ajoute une benzodiazépine, l'hyperpolarisation est beaucoup plus accentuée du fait que beaucoup plus d'ions Cl- vont pénétrer à l'intérieur de la membrane. Alors, outre le GABA, eh bien, ce récepteur peut fixer donc les benzodiazépines également, puisque l'action des benzodiazépines est de faire entrer encore plus d'ions Cl-. Donc ça veut dire que non seulement le GABA est capable de se fixer sur le récepteur protéine canal, mais également les benzodiazépines. Donc ça veut dire que c'est possible de faire agir un médicament pour lutter contre le stress chronique. Alors contre une partie du stress chronique, hein, parce que là on parle de l'effet myorelaxant. Hein, parce que, bon. Alors ce récepteur pour GABA et benzodiazépine peut également fixer d'autres molécules, comme par exemple des stéroïdes ou des barbituriques. Alors voilà, c'est j'allais dire presque inquiétant. Ça l'est un petit peu quand même. Donc les effets de cette fixation ont fait l'objet d'une expérimentation, puisque si vous procurez encore une fois un document qui vous montre les mesures de l'ouverture de la protéine canal en absence et en présence de benzodiazépine, vous voyez que l'intensité du courant entrant d'ions Cl- en fonction du temps montre que, eh bien, lorsque vous mettez du GABA seul, eh bien, l'intensité du courant a telle ou telle valeur naturelle, on a dit une valeur relativement négative, enfin, qui va vers le négatif puisque les ions Cl- entrent, mais si on ajoute de la benzodiazépine, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de négativité, donc ça veut bien dire que beaucoup plus d'ions Cl- passent dans la membrane, à travers la membrane. Bon, voilà, globalement, hein, pour dire globalement les choses. Alors, la consommation de benzodiazépine en France, donc il faut qu'elle soit rigoureusement encadrée, puisqu'il y a des effets secondaires qui sont relativement importants. Et cette consommation de quelques benzodiazépines en France en 2015 montre que, alors si on prend une molécule particulière, par exemple le bromazépam, eh bien le bromazépam est pris surtout par les personnes qui ont entre 65 et plus que 80 ans, et beaucoup moins
par la tranche d'âge 18-44 ans en prend très peu, en fait. Mais en prend quand même, mais peu. Alors, il n'y a pas de mesure faite dans ce document inférieure à 18 ans. Mais on peut se poser la question. Et valeur intermédiaire entre les 18-44 ans et 65 supérieurs à 80 ans, c'est la zone 45-54 ans qui en prend aussi pas mal. Surtout l'alprazolam. Alors pourquoi il y a plus de l'un ou l'autre qui est prescrit, ça c'est une affaire de médecins et de pharmaciens. Alors la consommation de benzodiazépines en France, elle est quand même relativement élevée. Bon, on peut se poser la question pourquoi. Notamment quand on s'aperçoit qu'en 2017, eh bien, elle se situe au 2e rang en Europe. Bon, on ne va pas trop discuter sur la consommation de benzodiazépines. J'en reparlerai tout à l'heure lorsque je vais m'attarder sur les benzodiazépines. Alors, donc, il y a des dérèglements, évidemment, consécutifs au stress chronique, donc des dérèglements qui engendrent diverses pathologies qui sont traitées par des médicaments dont l'effet vise à favoriser la résilience, c'est-à-dire le retour à l'état normal. Alors, la prise des médicaments, donc benzodiazépines, eh bien, donc, est possible dans le cas de l'anxiété. On en a parlé. Donc, cette prise de médicaments doit suivre un protocole rigoureux afin de ne pas provoquer trop d'effets secondaires, ne pas prendre trop de risques, notamment d'autres perturbations, avec notamment une sédation et des troubles de l'attention, mais il n'y a pas que ça. Donc, il faut être capable de comprendre, et on a parlé du GABA, donc capable de recenser et d'exploiter des informations sur le mode d'action des benzodiazépines pour montrer leur activation. Donc, activation des récepteurs à GABA, donc qui est un neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux, donc qui crée une hyperpolarisation qui va empêcher les potentiels d'action de se former, en fait, pour aller exciter par exemple un muscle. Donc dans l'état normal, l'état naturel, le contrôle se fait bien. Il y a une régulation entre l'hyperpolarisation naturelle due à ces récepteurs GABA, à ces GABA plutôt, et la contraction des muscles, en fait. Puisque si par exemple vous êtes au repos, tous les muscles ne vont pas se contracter. Vous êtes au repos. Si par exemple vous êtes allongé, vous êtes détendu, eh bien on imagine qu'il n'y a pas de contraction musculaire. Donc ça veut dire que les GABA ont un rôle très important dans l'hyperpolarisation qui fait que le muscle est au repos, dans l'état naturel. Mais en tant que médicament, eh bien ces GABA, renforcés par l'action des benzodiazépines, eh bien, ont un effet mieux relaxant très important, plus ou moins important selon la dose que vous prenez. Alors, les benzodiazépines sont des médicaments de synthèse qui soignent le stress chronique, ou du moins qui essaient de le soigner. Donc, ce sont des molécules psychotropes qui possèdent des propriétés pharmacologiques communes, on en reparlera tout à l'heure, anxiolytiques, sédatives, mieux relaxantes, anticonvulsives, etc. Mais elles ont comme inconvénient de perturber la mémoire. Alors, je ne détaille pas trop pour l'instant. Elles baissent également les capacités d'attention et d'encodage de nouvelles informations. Alors, ce n'est pas anodin, évidemment. Leur mode d'action est expliqué au niveau des neurones utilisant le GABA comme neurotransmetteur. Et en se liant au récepteur du GABA, eh bien, les benzodiazépines vont augmenter l'activité biologique de ce neuromédiateur et donc son action inhibitrice en hyperpolarisant davantage la membrane. Donc il y a de ce fait-là un effet mieux relaxant puisque les potentiels d'action ne se forment pas avec une intensité suffisante. Donc ça veut dire que les muscles se reposent plus. Donc les benzodiazépines amplifient l'hyperpolarisation due au GABA, on l'a dit, donc au niveau de motoneurones qui sont censés être des neurones moteurs, c'est-à-dire faire en sorte que les muscles se contractent. Donc ces derniers sont donc inactivés et ne conduisent plus de messages nerveux en direction des fibres musculaires.
évidemment, puisqu'il y a une hyperpolarisation. Il n'y a pas de formation de potentiel d'action. Donc le message nerveux qui est codé en fréquences de potentiel d'action qui ont toutes la même amplitude, eh bien ce message nerveux ne se forme pas, ou très peu. Donc l'effet myorelaxant est observé, et cette inactivation, elle repose sur la fréquence d'ouverture accrue au récepteur GABA, qui est une protéine canal. Le récepteur, attention, ne confondez pas récepteur et GABA. GABA, c'est le neurotransmetteur, et le récepteur du neurotransmetteur GABA, c'est une protéine canal qui est localisée dans la membrane cytoplasmique des motoneurones. Donc ainsi, eh bien, vous avez une quantité plus importante d'ions Cl- qui vont entrer dans le motoneurone au cours d'une même unité de temps. Donc l'hyperpolarisation due au GABA est amplifiée par ces benzodiazépines. Donc la population française, on a dit que c'était une forte consommatrice de benzodiazépines, et cette consommation concerne toutes les classes d'âge, mais s'accroît avec le vieillissement des personnes. Bien qu'efficaces, ces médicaments possèdent des effets secondaires notables dont nous allons parler tout à l'heure. Donc pour ces raisons, eh bien, un encadrement rigoureux de la prise de ces psychotropes est nécessaire. Alors, si on laissait la parole aux experts, donc réponse d'experts à vos questions, en fait, eh bien, si vous allez sur le site pharmacomédical.org, et notamment en cherchant le thème médicaments par spécialité, et vous avez l'item benzodiazépine, eh bien vous pouvez trouver une fiche qui va vous expliquer des choses relativement importantes. Benzodiazépine. Eh bien, si on fait le résumé alors, si on fait le résumé de ce que l'on peut s'attendre à lire ou à comprendre sur les benzodiazépines, eh bien, agissant au niveau des récepteurs spécifiques couplés au GABA de type A, les benzodiazépines sont des substances anxiolytiques les plus utilisées, en raison de leur efficacité symptomatique rapide et de leur faible toxicité. Les benzodiazépines sont rapidement absorbés dans le tube digestif et métabolisés principalement au niveau hépatique, c'est-à-dire au niveau du foie. Donc ça veut dire que le foie a un rôle très important dans la prise de ces médicaments. Et certains composés donnent naissance à des métaboliques actifs aux propriétés voisines. Elles possèdent des propriétés pharmacologiques communes, donc on avait sous-entendu précédemment, on avait dit anxiolytiques, sédative, amnésiante, myorelaxante, anticonvulsivante, expliquant leur indication clinique dans l'épilepsie. Donc anticonvulsivante, donc c'est intéressant pour l'épilepsie, l'anxiété et l'insomnie, mais également leurs effets indésirables dont le plus fréquent est la sédation. Cet effet est plus fréquent et intense chez les personnes âgées, chez qui elle peut revêtir une symptomatologie variée et avoir des conséquences délétères, par exemple une chute. Donc, le potentiel de pharmacodépendance de ces produits justifie le respect rigoureux de la durée globale du traitement, qui ne doit pas excéder en général 12 semaines, comprenant la période de réduction de la posologie. Parce qu'on ne s'arrête pas brusquement de prendre la médication, il faut un arrêt progressif. Donc ce qui nécessite l'instauration d'un contrat thérapeutique avec le patient et une réévaluation systématique de la justification rationnelle de ce traitement avant toute reconduction du traitement. Alors, les médicaments existants, donc il y en a une cinquantaine de benzodiazépines sont commercialisées à travers le monde, dont 18 en France. On retrouve, alors à l'heure où je vous parle, on retrouve généralement alprazolam, bromazépam, clobazane, clobazépam, etc., etc.
Bon, on ne va pas tous les citer, ça ne sert à rien, on n'y comprend pas grand-chose dans ces noms-là, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la configuration chimique chez toutes ces molécules est pratiquement la même. Alors, mécanisme d'action des différentes molécules, eh bien, elles agissent sur des sites de liaison spécifiques aux benzodiazépines qui se situent au niveau du complexe macromoléculaire du récepteur GABA-A. Ce récepteur GABA comprend un canal transmembranaire perméable aux ions chlore, dont l'ouverture est contrôlée par le GABA et modulée par différentes substances, dont les barbituriques et les benzodiazépines. Benzodiazépines qui nous intéressent évidemment. En se fixant sur leur site, les benzodiazépines facilitent l'action du GABA, responsable de l'inhibition pré- et post-synaptique par une augmentation de la perméabilité de la membrane aux ions chlore, et on parle là d'hyperpolarisation. Ça veut dire qu'on a le GABA qui permet l'entrée d'ions chlore, et si une benzodiazépine est fixée sur la protéine canal, eh bien on a une amplification de l'entrée d'ions chlore, donc on a une hyperpolarisation accentuée par rapport à l'hyperpolarisation relativement normale et contrôlée du GABA à l'origine. Donc ça veut dire qu'on a moins de probabilité de chance de tomber, enfin qu'un potentiel d'action se forme, d'où l'effet myorelaxant. Alors ce complexe récepteur GABA canal chlore est formé de plusieurs sous-unités, bon peu importe. On ne va pas détailler tout. Nous, on dit juste l'essentiel. Et l'étude de la répartition topographique et fonctionnelle des récepteurs couplés aux benzodiazépines, et bien dans le système nerveux central, montre l'existence de deux sous-unités. Bon, on ne va pas détailler. Donc également, on a des sites de fixation que l'on appelle périphériques et on leur décrit des fonctions associées au métabolisme en relation avec les mitochondries qui sont en relation avec la formation d'énergie, notamment formation de molécules d'ATP. Donc il faut retenir que les actions anxiolytiques, sédatives et anticonvulsivantes dépendent des sites, d'un certain type de site, alors que l'action myorelaxante s'exerce préférentiellement sur d'autres sites, notamment les sites BZ2. Ceux que ça intéresse. Alors, quels sont les effets utiles en clinique? Eh bien, ces benzodiazépines sont employées dans l'anxiété primitive, c'est-à-dire anxiété généralisée, une angoisse aiguë. Aiguë, ça veut dire qu'il ne dure pas. Également employées dans l'anxiété symptomatique d'un autre trouble, par exemple un trouble névrotique, une phobie, une psychose, la dépression. Et donc, anxiété symptomatique d'un autre trouble permettant de réduire la composante anxieuse, d'où l'action anxiolytique, les troubles de l'adaptation réactionnelle et le stress post-traumatique. On avait parlé dans un autre cours de troubles de stress post-traumatique, qui est un cas particulier de stress chronique. Alors ces molécules peuvent être également utilisées dans les affections organiques où l'anxiété peut jouer un rôle étiologique ou aggravant. Elles sont indiquées également dans les réactions anxieuses du sevrage alcoolique, pré-délirium tremens ou délirium tremens. Et leurs propriétés myorelaxantes justifient leur utilisation dans les contractions musculaires importantes, notamment celles de l'épilepsie et du tétanos. Leurs propriétés sédatives et anxiolytiques sont utilisées en anesthésiologie et dans le cas de prémédication pour certaines explorations paracliniques, endoscopiques notamment. Alors, essayons de parler de pharmacodynamie des effets utiles en clinique. Les benzodiazépines possèdent des propriétés pharmacologiques communes, on en a parlé, mais on répète, anxiolytiques. On va en parler en détail. Sédatives, amnésiantes, myorelaxantes, anticonvulsivantes et orexigènes.
Le profil pharmacodynamique de ces produits est loin d'être sélectif et explique que ces substances entraînent également des effets latéraux dont l'intensité sera variable selon les sujets. Nous verrons ça tout à l'heure dans les effets indésirables. Alors, leur activité anxiolytique d'abord. Elle est réelle et elle est puissante. Elle se traduit par l'amélioration des manifestations psychiques, c'est-à-dire sensation de crainte irraisonnée, une tension également, un état d'alerte. Mais également, elle se traduit par l'amélioration des manifestations psychiques et somatiques. Psychique, on vient de le dire. Mais somatique, ça peut être par exemple hyperactivité neurovégétative. Cette action est rapide, donc c'est-à-dire cette action anxiolytique, elle est rapide et est vécue comme très confortable et reproductible par le sujet anxieux. Ensuite, l'effet sédatif, c'est quoi? Eh bien, l'effet sédatif est à l'origine de la somnolence, provoquée par les benzodiazépines et sous-tend leur action hypnotique. Contrairement à l'effet anxiolytique, la sédation est soumise à une tolérance rapide puisqu'elle s'atténue en quelques jours. Donc il y a une adaptation réelle. L'effet sédatif est d'autant plus puissant que la demi-vie d'élimination du produit est courte. Pour une action purement anxiolytique, on choisira donc préférentiellement des benzodiazépines à T de demi-vie élevé. C'est préférable. Ensuite, on a parlé d'action amnésiante. Ça veut dire quoi? Eh bien, l'action amnésiante, c'est une caractéristique bien établie des benzodiazépines, bien que sa découverte ne fût pas immédiate. En effet, cette propriété a été mise en évidence par les anesthésistes qui ont constaté que les patients ayant reçu des benzodiazépines ne gardaient aucun souvenir de leur jour d'opération. Elle continue, donc cette action amnésiante, à avoir un intérêt clinique dans ces situations inconfortables et désagréables, donc notamment utilisation comme prémédication en anesthésie ou lors des examens endoscopiques. Les benzodiazépines n'altèrent que certaines formes de mémoire. La mémoire à court terme, procédurale et sémantique ne sont pas altérées. En revanche, la mémoire épisodique est perturbée, notamment celle portant sur l'étape d'acquisition de l'information. Ces altérations peuvent être accentuées chez le sujet âgé et en cas de sédation importante. Ensuite, on avait parlé d'action anticonvulsivante. Ça veut dire quoi? Eh bien, cette action anticonvulsivante, elle empêche l'apparition ou augmente les seuils d'apparition des convulsions cloniques et toniques induites par des convulsivants chimiques, par exemple la picrotoxine, le fluoroquinolone. Cette action anticonvulsivante peut entraîner la survenue paradoxale de crises convulsives en cas de sevrage trop rapide après une imprégnation chronique à forte dose. Ensuite, on avait parlé d'action myorelaxante. Les benzodiazépines diminuent le tonus des fibres striées. Par action centrale, c'est-à-dire inhibition des réflexes polysynaptiques facilitateurs sur les motoneurones, contrôlant le tonus musculaire. Et ceci sans perturber la transmission au niveau neuromusculaire. À forte dose, les benzodiazépines entraînent une incoordination motrice. Ça veut dire une maladresse, voire un syndrome cérébelleux et une ébriosité. Tout ceci va faire en sorte qu'il va y avoir une contre-indication
en relation avec la conduite automobile ou des machines, évidemment. Les benzodiazépines sont antispastiques. Ça veut dire qu'elles diminuent le tonus pathologiquement élevé de la musculature squelettique. Comme par exemple dans la spasticité provoquée par la décérébration, les lésions médulaires, traumatiques, vasculaires, etc., etc. Et ensuite, on avait parlé d'effets orexigènes. Est également décrit avec les benzodiazépines, même s'il s'agit d'un effet documenté, surtout chez l'animal. Les benzodiazépines sont également des effets dépresseurs respiratoires, effet peu marqué chez le sujet sain, mais aux conséquences plus préjudiciables chez les patients insuffisants respiratoires, BPCO par exemple. Bon. Quelles sont les caractéristiques pharmacocinétiques utiles en clinique? Eh bien, les benzodiazépines utilisées comme anxiolytiques se caractérisent par une vitesse de résorption rapide et une demi-vie intermédiaire ou longue permettant de couvrir le nictémère. La liaison protéique des benzodiazépines est forte et se fait principalement sur l'albumine. Elle n'entraîne toutefois pas de risque d'interaction majeure sur les sites de fixation du fait du volume de distribution élevé. Ces benzodiazépines sont métabolisées au niveau hépatique, entraînant des métabolites actifs pour certaines molécules. Elles sont essentiellement excrétées par voie rénale. Ces benzodiazépines franchissent la barrière hémato-placentaire et passent également dans le lait. Ces propriétés pharmacocinétiques risquent d'être modifiées chez le sujet âgé, notamment altération de la demi-vie d'élimination, et chez l'insuffisant rénal ou hépatique, avec diminution de la clairance métabolique et augmentation de la demi-vie des produits. Alors, quelles sont les sources de la variabilité de la réponse? D'abord, interaction médicamenteuse des benzodiazépines. Elles ont été mises en évidence avec notamment 3 molécules. La clozapine, où il y a un risque accru de collapsus avec arrêt respiratoire et ou cardiaque. Donc effet secondaire quand même relativement ennuyeux, voire très ennuyeux. Donc l'interaction médicamenteuse des benzodiazépines, également avec la cimétidine, où il y a un risque accru de somnolence, notamment avec le diazépam. Interaction médicamenteuse des benzodiazépines également avec la phénitoïne. Donc il y a des variations imprévisibles. Ça c'est mon cobaye. Les concentrations de phénitoïne peuvent augmenter avec des signes toxiques, mais peuvent aussi diminuer ou rester stables, notamment avec le diazépam. Ensuite, toujours en relation avec cette source de la variabilité de la réponse, où on a vu les interactions médicamenteuses des benzodiazépines, voyons maintenant la réponse des populations physiologiques particulières. Premier point, chez le sujet de plus de 65 ans, l'utilisation de ces médicaments nécessite des précautions compte tenu des modifications pharmacocinétiques et pharmacodynamiques, notamment sensibilité des récepteurs. Ainsi, il est recommandé de diminuer la posologie des benzodiazépines, car la demi-vie des benzodiazépines s'allonge de manière progressive et homogène, exposant les patients à des risques d'accumulation et de surdosage, notamment si la fréquence des prises et la dose ne sont pas réduites par rapport à celle administrée à l'adulte jeune ou plus jeune. Donc chez le sujet âgé,
la dose de médicament sera toujours, au moins au début, divisée par un facteur de 2 ou 3. Deuxième point, chez la femme enceinte. Les effets tératogènes n'ont jamais été clairement démontrés. Des malformations, essentiellement des fentes palatines, ont été signalées, expliquant que l'usage de benzodiazépines soit évité au cours du premier trimestre. La même prudence est de mise en fin de grossesse du fait d'un risque de syndrome d'imprégnation à la naissance, avec troubles respiratoires, apnée, hypothermie et difficultés à la succion, caractérisant le syndrome de l'enfant mou, le Floppy Infant Syndrome des anglo-saxons, voire un syndrome de sevrage avec agitation et convulsions, sevrage retardé pendant la deuxième semaine. Du fait de son passage dans le lait et des effets sédatifs, il convient d'arrêter l'allaitement si leur prescription est indispensable. Quelles sont les situations à risque ou déconseillées? Les benzodiazépines sont contre-indiquées chez les sujets présentant une insuffisance respiratoire sévère et une myasthénie. Quelles sont les précautions d'emploi? La durée globale du traitement ne doit pas excéder en général 8 à 12 semaines, y compris la période de réduction de la posologie nécessaire pour éviter les phénomènes de rebond afin d'éviter la survenue d'une dépendance physique ou psychique avec les benzodiazépines. En raison d'un risque d'abus, la prescription de chlorazépate dipotassique est soumise aux modalités de prescription des stupéfiants. Aussi est-il préconisé d'instaurer un contrat thérapeutique avec le patient, notamment les plus à risque, avec antécédents d'alcoolisme par exemple, ou d'autres dépendances. Les conducteurs de véhicules et utilisateurs de machines doivent être informés et sensibilisés aux risques possibles de somnolence, aux conséquences potentiellement dramatiques évidemment. L'absorption de boissons alcoolisées est formellement déconseillée au cours du traitement. Quels sont les effets indésirables? Outre la sédation, qui peut revêtir une symptomatologie variée, nous en avons parlé précédemment, les effets indésirables des benzodiazépines sont dominés par des troubles mnésiques et le risque de dépendance en cas de non-respect de la durée de prescription de ces molécules. Suivre le protocole médical. On peut avoir des troubles mnésiques. Premier point. Comme nous l'avons vu, les benzodiazépines ont un effet amnésiant en aigu, effet utilisé en thérapeutique dans la prémédication. Cet effet peut cependant revêtir un caractère gênant en dehors de ces circonstances. Il s'agit essentiellement d'une amnésie antérograde qui survient surtout à des doses élevées dans les heures qui suivent la prise de médicaments. Les personnes âgées sont particulièrement sensibles à cet effet. Des cas de complications médico-légales, par exemple problème de soumission médicamenteuse, donc des cas de complications médico-légales de ces amnésies ont été signalés. Deuxième point, concernant ces effets indésirables, c'est la tolérance et la dépendance aux benzodiazépines. La prise prolongée de ces benzodiazépines expose les patients à un risque de dépendance même lors de l'utilisation de doses thérapeutiques. Ce risque a été calculé et évalué à 10% si la durée du traitement est inférieure à 1 an et à 25 ou 50% si sa durée dépasse 1 an. La dépendance des benzodiazépines se manifeste par une dépendance psychique. Dépendance psychique. Développement
d'une anxiété anticipatoire à la perspective de l'interruption du traitement, mais également il y a une dépendance physique. Donc dépendance psychique et dépendance physique. Celle-ci se traduit par un syndrome de sevrage à l'arrêt du traitement. Celui-ci se distingue d'une simple réapparition de l'anxiété du fait de l'apparition de nouveaux symptômes. Alors, quels sont ces nouveaux symptômes? Alors, on peut avoir des manifestations psychiatriques. Par exemple, les symptômes seront des troubles du sommeil, une irritabilité, une anxiété, une tension, agitation, difficulté de concentration, troubles de la perception, attaque de panique, réaction psychotique, dysphorie, etc. On peut avoir également des manifestations neuromusculaires, par exemple des tremblements, des mouvements involontaires, des douleurs musculaires, une fasciculation, des convulsions. On peut avoir également des manifestations neurovégétatives, par exemple rougeur cutanée, transpiration, nausées, céphalée, vertige, palpitations, constipation. Et on peut avoir des manifestations neurosensorielles, par exemple photophobie, paresthésie, dysgeusie, donc goût métallique, hallucination visuelle, vision voilée par exemple. Donc, des facteurs de risque favorisant le développement d'une dépendance aux benzodiazépines ont été identifiés. Par exemple, une durée de traitement supérieure à 3 mois, la prise de fortes doses de benzodiazépines, le profil de personnalité du sujet, par exemple névrotique ou sujet présentant d'autres conduites addictives alcooliques, médicamenteuses ou avec des produits illicites. Il est conseillé de ne pas prescrire un anxiolytique plus de 3 mois et de pratiquer une diminution progressive de la posologie sur plusieurs jours afin d'éviter ce type d'incident. Alors, tout à l'heure, on a dit qu'il y avait des effets indésirables. On a parlé des troubles mnésiques, on a parlé de la tolérance et de la dépendance aux benzodiazépines. Passons maintenant aux troubles du comportement. Des troubles du comportement, de survenue rare, ont été impliqués dans la survenue de troubles du comportement comportant une désinhibition, une euphorie, une irritabilité, une amnésie de fixation. Ce syndrome peut s'accompagner de troubles potentiellement dangereux pour le patient ou pour autrui, à type de, par exemple, comportement inhabituel pour le patient, ou bien comportement agressif, notamment si l'entourage tente d'entraver l'activité du patient, également des conduites automatiques avec amnésie post-événementielle, par exemple voyage lointain. Donc il a fait l'objet d'une mise au point par l'ANSM. Donc c'est troubles du comportement. Alors, parlons maintenant de la surveillance des effets. Le suivi du patient reposera sur l'interrogatoire et permettra de déceler 3 points au moins. Déceler d'abord l'apparition de l'effet recherché avec disparition de l'anxiété après avoir vérifié l'observance. Deuxième point, on pourra déceler l'apparition des effets indésirables, par exemple l'apparition de somnolence, la notion d'amnésie, qui nécessiteront éventuellement une réévaluation de la posologie. Également, toujours sur la surveillance des effets, et pour essayer de déceler, on parle de justification ou non de la poursuite du traitement. Dans le cas d'une inefficacité incomplète, après un délai d'évaluation suffisant, une augmentation de la posologie, donc sans dépasser toutefois la dose prescrite évidemment,
ou le recours à une molécule plus puissante pourront être envisagés. En aucun cas, l'association de deux médicaments anxiolytiques ne saurait être justifiée. La durée du traitement sera limitée au strict minimum nécessaire et la nécessité de le poursuivre sera régulièrement réévaluée. Ceci nécessite une coopération étroite entre le médecin et évidemment le patient. Encore faut-il qu'il soit conscient. L'arrêt du traitement sera progressif par palier sur une période de plusieurs semaines. L'arrêt du traitement fera également l'objet d'une surveillance particulière si possible. Lors de l'arrêt d'un traitement prolongé par benzodiazépine, 3 types d'événements peuvent survenir. Le rebond, la récurrence et le syndrome de sevrage. Le plus précoce est le rebond, défini par la réapparition des symptômes initiaux, qualitativement identiques à ceux observés avant le traitement, mais d'une intensité majorée. Son délai d'apparition est généralement rapide, mais varie avec la demi-vie du produit. Il concerne aussi bien l'insomnie que l'anxiété. Cette symptomatologie est le plus souvent transitoire et s'amende en 3 à 4 jours. La récurrence, elle, se définit par la reprise de la symptomatologie ayant motivé la prescription initiale, par exemple anxiété ou insomnie. Elle est d'apparition plus progressive, cette récurrence, et plus tardive, 2 à 3 semaines à peu près. Et le troisième tableau est celui du sevrage, donc du syndrome de sevrage, qui peut emprunter une symptomatologie variée. Donc on en a parlé tout à l'heure dans le tableau donc des effets indésirables. L'ensemble de toutes ces réactions peut être prévenu en évitant l'utilisation de doses élevées, la prescription sur des durées prolongées, et en réduisant progressivement les doses par palier avant l'arrêt du traitement. Donc vous voyez que les benzodiazépines ont un rôle très important. Tout à l'heure, je vous avais lu donc le résumé de ce que j'allais dire par rapport aux benzodiazépines. Je vais vous en faire une deuxième lecture suite aux explications. Peut-être vous allez mieux comprendre en fait ce résumé. Agissant au niveau des récepteurs spécifiques couplés aux récepteurs GABA, les benzodiazépines sont des substances anxiolytiques les plus utilisées en raison de leur efficacité symptomatique rapide et de leur faible toxicité. Alors attention, je dis faible toxicité, je ne parle pas d'effets secondaires qui peuvent être très importants. Les benzodiazépines sont rapidement absorbés par le tube digestif et rapidement métabolisés principalement au niveau du foie, donc on dit au niveau hépatique. Certains composés donnent d'ailleurs naissance à des métabolites actifs aux propriétés voisines. Ces benzodiazépines possèdent des propriétés pharmacologiques communes. Alors on avait dit et on a décrit anxiolytiques, sédatives, amnésiantes, myorelaxantes, anticonvulsivantes, expliquant leur indication clinique dans l'épilepsie, l'anxiété également et l'insomnie, mais également leur effet indésirable dont le plus fréquent est la sédation. Cet effet est plus fréquent et intense chez les personnes âgées, chez qui elle peut revêtir une symptomatologie variée et avoir des conséquences délétères, notamment si par exemple la personne devait chuter. Le potentiel de pharmacodépendance de ces produits justifie le respect rigoureux de la durée totale du traitement qui ne doit pas excéder 12 semaines, comprenant la période de réduction de la posologie. Donc ceci nécessite l'instauration d'un contrat thérapeutique avec le patient et une réévaluation systématique de la justification rationnelle de ce traitement avant toute reconduction de traitement. Donc voilà, on a parlé des médicaments qui soignent le stress chronique, on a parlé notamment des benzodiazépines,
On a vu qu'il y avait des pathologies qui étaient liées au stress chronique qui pouvaient être traitées par ces médicaments. On a vu l'action des benzodiazépines sur les neurones, avec notamment leur action hyperpolarisante qui peut accentuer l'effet naturel hyperpolarisant des neurones à GABA. Donc on a une hyperpolarisation accentuée et donc moins de possibilités d'apparition des potentiels d'action dont le rôle serait de, en arrivant au niveau des jonctions, au niveau d'une synapse neuromusculaire, eh bien, pas d'excitation du muscle, en fait, puisqu'il y a moins de potentiel d'action, donc de messages nerveux potentiels d'action qui arrivent, du fait de l'hyperpolarisation de ces neurones à GABA, dont l'effet du neuromédiateur est amplifié par les benzodiazépines. On a vu également que l'action des benzodiazépines sur les récepteurs au GABA était amplifiée, notamment au niveau de... Alors quand on dit hyperpolarisation, ça veut dire que les ions chlore en fait vont pénétrer plus à l'intérieur de la membrane grâce à l'ouverture de canaux, allez on va dire chlore, qui permettent la fixation du GABA et des benzodiazépines, canaux qui vont s'ouvrir pour laisser passer les ions chlorure, et ce d'autant plus qu'il y a déjà, alors non pas les GABA seuls, mais également les benzodiazépines, et plus il y a de benzodiazépines, plus il y a de molécules, plus il y a d'ions chlore qui vont entrer en fait, et plus l'hyperpolarisation sera importante. Donc moindre apparition de potentiels d'action qui ne vont pas, évidemment, puisqu'ils n'existent pas, exciter les muscles. D'où l'effet myorelaxant que nous avons pris en exemple pour étudier le détail. On avait parlé de la consommation de benzodiazépines qui doit être rigoureusement encadrée. Donc voilà, le cours normalement est terminé. On a bien vu que ces dérèglements engendrent, donc dérèglement du système qui permet, qui entraîne le stress chronique, entraîne des pathologies qui peuvent être traitées par des médicaments, notamment les benzodiazépines, qui favorisent la résilience. Alors, c'est pas vraiment une résilience, c'est essayer de retrouver un état normal malgré le stress chronique. Mais si l'agent stresseur, une fois que la personne arrête ce traitement, donc si l'agent stresseur est toujours là, eh bien ça veut dire que la résilience, c'est pas simple. Donc il faut une médication. Alors ça dépend évidemment de la personne, ça dépend de l'agent stresseur, ça dépend de beaucoup de paramètres en fait. Le cours est terminé. Merci.